Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Bienvenue à mon podcast qui s'appelle « Au lieu dit Baudru, là où pousse un chêne ». Te voilà, toi, par le chemin du Baudru, près du Grand Chêne. Eh bien, je t'attendais parce que j'avais le goût avec toi de te parler de mon poète québécois préféré, Hector de Saint-Denis Garneau. Et c'est pratiquement pour moi une seconde nature de te parler d'Hector de Saint-Denis Garneau. C'est un bonhomme qui est né le 13 juin 1912 à Montréal. Il est mort jeune. Il est mort le 24 octobre 1943. C'était le deuxième enfant de Hermine Prévost et Paul Garneau. Son premier prénom, c'est Hector. Alors, il s'appelait Hector parce que son oncle paternel avait ce prénom. Son deuxième prénom de Saint-Denis est celui d'un ancêtre célèbre qui s'appelait Nicolas Juchereau de Saint-Denis, qui était baron et militaire français. Et son patronyme Garneau est celui de la lignée dont fait partie son arrière-grand-père, l'illustre historien, le poète François-Xavier Garneau, ainsi que son grand-père, qui s'appelait Alfred Garneau et qui était poète lui aussi. Pour sa part, son père est directeur de la Banque royale de Montréal. Sa mère affectionne beaucoup le domaine des arts et des lettres. Donc, c'est pas quelqu'un qui a connu de la misère physique. Il n'a pas vécu dans la pauvreté. Ses parents étaient aisés et ils avaient le moyen de le faire étudier. Tu vas voir que même s'ils avaient le moyen de le faire étudier, sa santé était très mauvaise. En 1916, la famille Garneau a déménagé dans un manoir ancestral, qui est un beau vieux manoir de pierre. Et c'est le manoir Juchereau du Chêne. Sur un domaine de Sainte-Catherine de Fonsambeau, on est dans la nature. On est dans un paysage idyllique. Et il y a eu des déménagements. Québec en 1922, déménagement dans le quartier de Westmount à Montréal en 1923. C'est alors que le manoir va devenir un lieu de prédilection pour les vacances durant l'été. Mauvaise nouvelle, en 1928, il fait une fièvre rhumatismale et ça lui cause des problèmes cardiovasculaires. Il n'a que 16 ans. Alors, quelques années plus tard, les médecins vont lui découvrir une lésion au cœur. En 1934, les médecins recommandent aux parents de Saint-Denis Garneau qu'il interrompe ses études de philosophie de façon définitive. Il est jeune, il apprend ça, c'est très dramatique pour lui. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il va avoir tendance à être dépressif. En 1923, il avait étudié au Collège Sainte-Marie. En 1924, il avait entrepris des études en anglais au Collège Loyola. Jusqu'en 1926. Il fréquentait simultanément l'École des beaux-arts de Montréal de 1924 à 1927 et il a étudié au Collège Sainte-Marie en 1927
à Jean de Brébeuf en 28, disons de 28 à 30, et puis finalement, retour au Collège Sainte-Marie de 1930 à 1933. Il y avait des épisodes de maladie, ça a été entrecoupé de cours privés. Alors c'est quelqu'un qui est d'abord un intellectuel. Il a des amis à l'École des Beaux-Arts, Marjorie Smith, Jean Palardy, Jean-Paul Lemieux, Paul-Émile Bordua. Alors c'est quelqu'un qui tout à la fois a influencé l'histoire de l'art, parce qu'il a été peintre aussi, un peintre mineur, mais il a été peintre, et la littérature au Québec. En 1930, il a débuté une longue correspondance avec ses amis, Robert Élie, Claude Urtubise, Jean Lemoine, André Laurando. Ça me fait tout drôle parce que moi, j'ai enseigné pendant 12 ans de temps au cégep André Laurando et je suis un amateur de la poésie de Saint-Denis-Garneau. Alors, j'enseignais dans le cégep qui porte le nom d'un de ses meilleurs amis. Durant les étés 1932-1933, Hector de Saint-Denis-Garneau joue aussi avec sa cousine Anne Hébert dans des pièces de théâtre qui sont organisées au profit de l'église de Sainte-Catherine de Fossambeau. Et il a connu quand même un premier succès littéraire à l'âge de 15 ans. À Montréal, les galeries Morgan lui ont décerné un prix pour son poème « Le dinosaure », que je ne te lirai pas, qui est un poème de jeunesse, dans le cadre d'un concours ayant pour thème le brontosaure. En 1927, il rédige son journal dans lequel il décrit ses états d'âme et son quotidien. Et en 1928, il obtient le premier prix du concours de poésie de l'Association des auteurs canadiens pour un poème qui s'appelle « Automne », que je ne te lirai pas non plus. Mais il était parti pour la littérature. Il écrit la plupart de ses poèmes entre 23 et 25 ans. Dans ce sens-là, il est plus vieux qu'Émile Nelligan, qui a écrit ses poèmes en fin d'adolescence, début de la vingtaine. Et Émile Nelligan n'a pas le même rapport avec la vie que Saint-Denis-Garneau. Par exemple, Saint-Denis-Garneau a connu les femmes, la sexualité. Alors quand Émile Nelligan parle, par exemple, des femmes, c'est plutôt à partir ou à travers l'image de sa mère. Et c'est une image d'un ado qui ne connaît pas vraiment encore, qui ne s'est pas investi dans une vie d'homme mature. On n'a pas ça chez Saint-Denis-Garneau. On a tout de même un regard sur la vie qu'il pose sur les choses, qui est le regard d'un jeune homme. En 1937, il publie à compte d'auteur un recueil de poèmes qui s'appelle « Regards et jeux dans l'espace ». Et c'est le premier recueil de poèmes que moi j'ai acheté parce que mon grand frère René suivait son cours classique et c'était une des lectures imposées au cours classique. Et j'étais tombé sur ce recueil de poèmes-là et j'avais adoré ça. Ça a collé à mon âme, ce recueil, et ça ne m'a jamais quitté. Il a retiré de la circulation les exemplaires de son livre, qui n'a jamais connu de succès. Quelques années après sa mort, son rôle de précurseur de la modernité a été reconnu, mais le bonhomme n'a jamais su qu'il était célèbre. Il aime profondément sa mère, ses amis, l'art, la musique, la poésie, la nature. Il se plaît beaucoup à peindre, à écrire, à canoter, à se balader dans la nature, ou encore chasser la perdrix. D'un autre côté, c'est un bonhomme qui vit sa sexualité aussi, et il est pris avec une sexualité honteuse. C'est-à-dire que dans cette période-là, l'Église était très oppressante au Québec, et à ce moment-là, les plaisirs charnels, sensuels de la vie, l'amour physique, aussi la consommation de tabac, l'alcool, c'est vraiment péjoratif et il s'en plaint dans ses poèmes. Et des fois, je trouve qu'il se juge très sévèrement par rapport à ça. Il écoute beaucoup de musique, c'est un mélomane. Il aime Schubert, Mozart, Bach, Beethoven, Debussy. Ses poètes favoris, Baudelaire, Verlaine. Et il aime aussi, évidemment, parce que c'est un artiste, il admire aussi certains peintres, Renoir, Cézanne. On est aussi, au niveau des films, un peu plus
ancien, évidemment. C'est un monsieur qui a vécu il y a longtemps. Alors, il aimait les films humoristiques des Marx Brothers, de Charlie Chaplin. Il est un fervent catholique. Pour lui, l'écriture, c'est un moyen d'unir la beauté de la poésie, la beauté absolue de Dieu. Elle consiste en un chemin qui conduit vers la pureté de l'âme. Je dois dire que la poésie de Saint-Denis Garneau, c'est aussi la poésie d'un philosophe. Je trouve que Saint-Denis Garneau a un regard philosophique sur la vie, sur lui-même, sur la solitude. Il est toujours tiraillé entre son désir de s'abandonner au plaisir sensuel, celui d'assurer la pureté de son âme chrétienne, être un bon chrétien. Il est souvent plongé au cœur d'un conflit moral, qu'il ressent comme étant viscéral. Il est aussi à certains moments de sa vie torturé par ses privilèges de noble, il cherche constamment sa place dans la société, dans le monde. Et un monde qui ressentait comme étant particulièrement hostile à sa poésie. Il est mort étrangement. Il était de retour d'un voyage de 3 semaines en Europe. C'était au crépuscule d'une journée d'automne. Il a filé sur la rivière en canot, dans l'espoir de récupérer sa tente qu'il avait laissée sur une île. Il s'est senti épuisé. Il a fait un arrêt sur la terre. Quand je dis la terre, je ne parle pas seulement d'une rive, là, mais c'est une terre agricole, celle de Joseph-Louis Boucher, à la recherche d'un téléphone. Puis il regagne son canot et tente de remonter la rivière. Il s'est senti défaillir, semble-t-il. Il a fait échouer son canot sur la rive et, dans un dernier élan, avance de quelques pas. C'est ainsi que le 24 octobre 1943, il a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 31 ans. Et je vous dirais que depuis la mort de Saint-Denis Garneau, c'est tout le Québec qui porte le deuil de ce grand poète. Tout comme quand Thomson, au parc Algonquin, a été trouvé flottant sur l'eau du lac. C'est tout le Canada anglais qui a porté le deuil de Thomson. Quand les gens meurent prématurément, jeunes, et que ce sont des génies comme ça, il reste quand même une stigmate nationale. Et ça rend leur personnalité un peu magique, presque héroïque. Une espèce de présence phosphorescente à travers le temps et l'espace. Alors, je vais te lire maintenant un après l'autre, peut-être avec des petits commentaires, certains poèmes que j'ai choisis de Saint-Denis Garneau. Premièrement, comme c'était un dépressif et c'était un bonhomme qui avait certainement certaines formes de névrose, rumination, je pense, de pensée négative, par sa sensation d'être un pécheur, être une mauvaise personne parce qu'il a des penchants mauvais, sexuels, vénales. Je pense que le poème Accompagnement parle de Saint-Denis Garneau par rapport à lui, ses obsessions, ses peurs, ses névroses, ses difficultés en tout cas dans la vie. Je suis très psychologisant là, quand je parle de Saint-Denis Garneau alors que je ne devrais pas l'être du tout. Alors, il parle de cette façon qu'on peut adopter, une espèce d'attitude qu'on peut adopter par rapport à soi-même, en s'accompagnant, en espérant qu'un jour on va changer, puis on va aménager notre paysage intérieur de façon à être plus confortable avec soi-même et les autres. Alors, je te lis ce poème-là, c'est quasiment un traité de philosophie, c'est très intime comme poème, et je trouve ça beau. Accompagnement. Je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne puis pas prendre. Je marche à côté de moi en joie. J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi. Mais je ne puis changer de place sur le trottoir. Je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là et dire « Voilà, c'est moi ». Je me contente pour le moment de cette compagnie, mais je machine en silence, en secret, des échanges, par toutes sortes d'opérations, des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre, afin qu'un jour, transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie, avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi, avec la perte de mon pas perdu s'étiolant à ma gauche,
sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale. Ah, la beauté des poèmes de Saint-Denis Garneau. L'intimité qui se dégage de sa poésie. C'est un peu comme un pull de laine chaud l'hiver. Ce poème maintenant, tout court. 3 petites phrases. Baigneuse. Ah, le matin dans mes yeux sur la mer. Une claire baigneuse a ramassé sur elle toute la lumière du paysage. On soupire avec lui. C'est exprimer en 3 phrases toute l'attirance que les hommes éprouvent face à la beauté d'une femme. Je trouve que il parle de nous très bien, Saint-Denis Garneau. Il parle à travers nous. Et c'est tellement bien. Un autre poème que je trouve très masculin, ça s'applique à des femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont sans repos, ils vont faire énormément de choses. Mais je pense qu'il décrit très bien une espèce d'aménagement intérieur que nous, les gars, on ressent. Pourquoi on a plus la bougeotte? Pourquoi le système d'éducation, par exemple, rejoint moins les gars que les filles? Parce que c'est un système qui est plus de nature adapté au mode d'apprentissage des filles. Les gars ont besoin d'apprendre en bougeant. Il faut que ça bouge, il faut que ça... Alors, ce poème-là décrit profondément, je trouve, la nature masculine des gars dans ces années-là. Mais ça s'applique très bien. J'ai connu des femmes, des tantes qui étaient des boules d'énergie. Ça s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. Mais je fais exprès, là. Je te dis que pour moi, ça c'est un poème de gars. Alors je te le lis. Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise. Et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste. Immanquablement, je m'endors et j'y meurs. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches. Par bon quitter cette chose pour celle-là. Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. Que c'est donc beau. Je suis en pâmoison face à ce type de littérature qui est très, très simple, toute simple, sans artifice. C'est pratiquement une transfusion sanguine d'une âme à une autre. On va se parler un peu d'un poème qui est obsessif. C'est un poème de rumination intérieure. Et puis c'est un poème qui est morbide à la fois, parce que c'est un poème qui obsède sur la mort. On va tous mourir un jour, et on est tous prisonniers de notre cage thoracique. On habite un ensemble de muscles, de chair, colonne vertébrale. Donc, on est fait de chair et d'eau. Et lui a écrit un poème là-dessus qui est très profond et qui s'appelle « Cage d'oiseau ». Je suis une cage d'oiseau, une cage d'eau avec un oiseau. L'oiseau dans ma cage d'eau, c'est la mort qui fait son nid. Lorsque rien n'arrive, on entend froisser ses ailes. Et quand on en rit beaucoup, et si l'on cesse tout à coup, on l'entend qui recoule au fond, comme un grelot. C'est un oiseau tenu captif, la mort dans ma cage d'eau. Voudrait-il pas s'envoler? Est-ce vous qui le retiendrez? Est-ce moi? Il ne pourra s'en aller qu'après avoir tout mangé mon cœur, la source du sang, avec la vie dedans. Il aura mon âme au bec. Ouf! C'est quelque chose que ce texte obsessif sur la mort, puis obsessif aussi parce que c'est un individu qui souffre d'une problématique cardiovasculaire.
Alors physiquement, c'est bien situé dans sa cage thoracique, effectivement. C'est dans son cœur. C'est pour ça qu'il dit, après avoir tout mangé mon cœur, la source du sang avec la vie dedans. Et c'est peut-être comme ça qu'on l'a trouvé sur la rive. La mort a eu son âme au bec. Grand poème. Pas très confortable à lire, mais ça fait partie de la vie que la mort. Maintenant, un tout petit poème sur la flûte. Et c'est un poème qui respire, contrairement à l'autre, qui est un poème d'étouffement. Celui-là est un poème de respiration, et de respiration en équilibre avec la nature, avec l'environnement. Cette nature, qui est celle de la vallée de la Jacques-Cartier, où était le manoir Juchereau, est toute présente, mais c'est aussi les champs intérieurs, les buttes intérieures, les ruisseaux intérieurs de Saint-Denis-Guerneau qui viennent suinter à l'intérieur de ce poème-là. C'est d'une grande beauté. Ça s'appelle Flûte. Tous les chants ont soupiré par une flûte. Tous les chants à perte de vue, ondulés sur l'air butte, tendus vers sur la respiration calme des buttes. Toute la respiration des chants a trouvé ce petit ruisseau vert de son pour sortir à découvert. Cette voix verte, presque marine, et soupirer un son tout frais par une flûte. Encore là, un tout petit poème qui parle de paysage intérieur. La voix des feuilles, une chanson. Plus clair, un froissement. Des robes plus claires aux plus transparentes couleurs. Maintenant, un des premiers poèmes qu'on voit dans son recueil Regards et jeux dans l'espace, je le lis en pensant à mes propres enfants quand ils étaient petits, Jacinthe et Antoine. Je trouve que ça décrit tellement mes enfants. J'espère que toi aussi, si tu as des enfants, tu vas reconnaître un peu de cette espèce d'enfance dans l'éternel, de ce que c'est, dans l'international, de ce que c'est, dans le tronc commun, subconscient de l'humanité. Ce poème s'appelle « Le jeu ». Ne me dérangez pas, je suis profondément occupé. Un enfant est en train de bâtir un village. C'est une ville, un comté, et qui sait tantôt l'univers. Il joue. Ces cubes de bois sont des maisons qu'il déplace et des châteaux. Cette planche fait signe d'un toit qui penche. Ce n'est pas mal à voir. Ce n'est pas peu de savoir où va tourner la route de cartes. Ce pourrait changer complètement le cours de la rivière à cause du pont qui fait un si beau mirage dans l'eau du tapis. C'est facile d'avoir un grand arbre et de mettre au-dessous une montagne pour qu'il soit en haut. Joie de jouer, paradis des libertés. Et surtout, n'allez pas mettre un pied dans la chambre. On ne sait jamais ce qui peut être dans ce coin. Et si vous n'allez pas écraser la plus chère des fleurs invisibles. Voilà ma boîte à jouets, pleine de mots pour faire de merveilleux enlacements, les alliés, séparés, mariés. Déroulement tantôt de danse, et tout à l'heure le clair éclat du rire qu'on croyait perdu. Une tendre chiquenaude, et l'étoile qui se balançait sans prendre garde, au bout d'un fil trop ténu de lumière, tombe dans l'eau et fait des ronds. De l'amour, de la tendresse. Qui donc oserait en douter? Mais pas 2 sous de respect pour l'ordre établi, et la politesse, et cette chère discipline. Une légèreté et des manières à scandaliser les grandes personnes. Il vous arrange les mots comme si c'était de simples chansons. Et dans ses yeux, on peut lire son espiègle plaisir à voir que sous les mots, il déplace toutes choses, et qu'il en agit avec les montagnes comme s'il les possédait en propre.
Il met la chambre à l'envers. Et vraiment, l'on ne s'y reconnaît plus. Comme si c'était un plaisir de berner les gens. Et pourtant, dans son œil gauche, quand le droit rit, une gravité de l'autre monde s'attache à la feuille d'un arbre. Comme si cela pouvait avoir une grande importance, avoir autant de poids dans sa balance que la guerre d'Éthiopie dans celle de l'Angleterre. On réalise aussi que Saint-Denis Garneau parle de son enfant intérieur là-dedans. Et c'est bien parce que, chez les poètes, cet enfant intérieur-là porte toute la créativité de l'être. Il parle de sa boîte à jouets, qui sont des mots qu'il déplace. Le geste créateur, dans les textes anciens des religions, je pense par exemple à l'Évangile selon saint Jean dans la Bible. Saint Jean situe la présence de Dieu dans les mots. Quand il dit « Et le Verbe s'est fait chair ». Alors dans la poésie de Saint-Denis Garneau, le Verbe se fait chair tout le temps, constamment. Il y a un poème sur les enfants. Et là, ça parle aussi de, si vous avez été parent comme moi, ou si vous êtes oncle ou tante ou grand-père ou grand-mère, vous comprendrez ce qu'il exprime ici. Parce que des enfants, ça déplace beaucoup d'énergie et ça peut être énergivore aussi. À un certain moment, on est presque épuisé. Ça fait partie de la beauté des enfants. Cette exubérance, un peu épuisante parfois. Et c'est tellement beau. Alors, c'est un poème sur les enfants et il s'appelle « Les enfants ». Les enfants, ah les petits monstres, ils vous ont sauté dessus comme ils grimpent après les trembles, pour les fléchir et les faire pencher sur eux. Ils ont un piège avec une incroyable obstination. Et ils ne vous ont pas laissé avant de vous avoir gagné. Alors ils vous ont laissé, les perfides, vous ont abandonné, se sont enfuis en riant. Et il y en a qui sont restés quand les autres sont partis jouer. Ils sont restés assis gravement. Il en est qui sont allés jusqu'au bout de la grande allée. Leur rire s'est suspendu pendant qu'ils se retournaient pour vous voir qui les regardiez. Un remords et un regret. Mais il n'était pas perdu. Il a repris sa fusée, qu'on entend courir en l'air. Cependant qu'eux sont disparus quand l'allée a descendu. C'est émouvant, cette franchise sur les enfants et cet amour de ces petits êtres qui font partie de notre vie, qui grandissent et qui s'en vont. Alors, maintenant, je vais vous parler de la poésie descriptive de Saint-Denis Garneau. C'est comme la flore laurentienne, liquéfiée, transmise à nous, à travers ses considérations sur les arbres, et c'est d'une candeur votive. Un poème sur les grands saules. Le mot saule, c'est un mot spécial dans la langue française, parce que c'est un des rares mots qui nous vient des Celtes, saule. Saule, en langue celtique, ça veut dire près de l'eau. Alors c'est intéressant d'entendre chanter le mot saule dans un poème de Saint-Denis Garneau. Les grands saules chantent mêlés au ciel, et leurs feuillages sont des eaux vives dans le ciel. Le vent tourne leurs feuilles d'argent dans la lumière. Et c'est rutilant et mobile, et cela flue comme des ondes. On dirait que les saules coulent dans le vent, et c'est le vent qui coule en eux. C'est des remous dans le ciel bleu, autour des branches et des troncs. La brise
chavirent les feuilles, et la lumière saute autour, une féerie, avec 1000 reflets, comme des trilles d'oiseaux-mouches, comme elle danse sur les ruisseaux mobiles, avec tous ses diamants et tous ses sourires. Maintenant, je vais te lire un autre poème qui s'appelle « Les ormes ». Dans les champs, calme parasol, svelte dans une tranquille élégance. Les ormes sont seuls ou par petites familles. Les ormes calmes font de l'ombre pour les vaches et les chevaux qui les entourent à midi. Ils ne parlent pas. Je ne les ai pas entendus chanter. Ils sont simples. Ils font de l'ombre légère, bonnement, pour les bêtes. Et voici maintenant un poème sur les pins. Les grands pins, vous êtes pour moi semblables à la mer. La rythmique lenteur de vos balancements, vos grands sursauts quand vous luttez contre le vent, vos rages soudaines, vos révoltes, ces grandes secousses qui jaillissent de vos racines. Et tout le long du tronc, tout au long du centre résistant, les secousses qui s'amortissent dans les racines, dans le tronc, où tout meurt dans la paix et le calme, s'en vont mourir à votre surface, dans le vert glauque des feuillages, qui frémissent au vent dur, et vous faites se renverser comme une tête cabrée, chaque tête de la forêt frémit, mais d'un frisson intérieur, qui circule à travers le bois élastique des troncs tendus, dans la grande masse de la forêt. De sorte que c'est bien semblable à la mer. Maintenant, un poème sur la solitude. On a qualifié Saint-Denis Garneau de poète de la solitude. Le second de ses recueils de poésie s'appelle « Les solitudes ». Et il parle de sa solitude souvent à l'arrivée de l'hiver, surtout à la campagne, quand l'hiver arrive, quand le froid prend les maisons. Il parle souvent de ses sensations d'isolement. Voici un poème sur la solitude nocturne, et c'est un très beau poème. Ma solitude au bord de la nuit n'a pas été bonne. Ma solitude n'a pas été tendre à la fin de la journée au bord de la nuit, comme une âme qu'on a suivie sans plus attendre, l'ayant reconnue pour sœur. Ma solitude n'a pas été bonne, comme celle qu'on a suivie sans plus attendre choisie, pour une épouse inébranlable, pour la maison de notre vie et le cercueil de notre mort, gardien de nos eaux silencieux, dont notre âme se détache. Ma solitude au bord de la nuit n'a pas été cet ami, l'accompagnement de cette gardienne, la profondeur claire de ce puits, le lieu de retrait de notre amour, où notre cœur se noue et se dénoue au centre de notre tente. Elle est venue comme une folie par surprise, comme une eau qui monte et s'infiltre au-dedans par les fissures de notre carcasse, par tous les trous de notre architecture, mal recouverte de chair, et que laissent ouvertes les vers de notre putréfaction. Elle est venue une infidélité, une fille de mauvaise vie qu'on a suivie pour s'en aller. Elle est venue pour nous ravir dans le cercle de notre lâcheté et nous laisser désemparés. Elle est venue pour nous séparer. Alors l'âme, en peine là-bas, c'est nous qu'on ne rejoint pas. C'est moi que j'ai déserté. C'est mon âme qui fait cette promenade cruelle, toute nue au froid désert, durant que je me livre à cet arrêt tout seul, à l'immobilité de ce refus, penché, mais sans prendre part au terrible jeu, à l'exigence de toutes ces peines, seconde irremplaçable. Maintenant, un retour vers l'enfance
dans un poème très attachant. J'y reconnais, à tour de rôle, mon fils Antoine quand il était petit et ma fille Jacinthe. Les enfants ont quelque chose souvent de grave et d'immédiat, de calme et tout frais, de timide et de fragile à la fois. C'est un poème qui traduit beaucoup le monde de l'enfance. Il faut aimer les enfants pour écrire un poème comme ça, parce que c'est tellement près d'eux, près de leur nature. Il faut aussi se savoir intérieurement et se souvenir de soi-même. Je te lis ce poème qui s'appelle « Enfant ». C'est un drôle d'enfant. C'est un oiseau. Il n'est plus là. Il s'agit de le trouver, de le chercher quand il est là. Il s'agit de ne pas lui faire peur. C'est un oiseau. C'est un colimaçon. Il ne regarde que pour vous embrasser. Autrement, il ne sait pas quoi faire avec ses yeux, ou les poser. Il les tracasse comme un paysan sa casquette. Il lui faut aller vers vous. Et quand il s'arrête, et s'il arrive, il n'est plus là. Alors il faut le voir venir et l'aimer durant son voyage. Maintenant, un poème qui s'appelle « Rivière de mes yeux ». Quand on fait une analyse un peu plus symbolique de ce poème-là, on s'aperçoit que les yeux sont un peu comme le domaine de l'âme. C'est l'âme intérieure, mais en interface presque liquide avec le monde extérieur des choses. Et la baigneuse ensoleillée, c'est aussi l'âme du poète. Évidemment, on fait à la fois appel à cet émerveillement face à la beauté de la femme, on revient vers la baigneuse. Donc il y a un côté charnel, il y a un côté admiratif, il y a un côté sensuel à ce poème-là, mais on fait surtout appel à un monde intérieur, aussi fragile et phosphorescent qu'une baigneuse ensoleillée. Alors je te lis ce poème qui est très beau et qui s'appelle « Rivière de mes yeux ». Ô mes yeux ce matin, grands comme des rivières, au long de mes yeux, prêts à tout refléter, et cette fraîcheur sous mes paupières, extraordinaire, tout alentour des images que je vois. Comme un ruisseau rafraîchit l'île, et comme l'onde fluente entoure la baigneuse ensoleillée. Voici maintenant pour toi un poème qui décrit encore les arbres. Mais on est toujours avec Saint-Denis Garneau, à la fois dans la description extérieure et le regard d'un artiste sur la beauté de la végétation, et dans les paysages intérieurs. Et là, chaque arbre prend une signification symbolique importante. Le poème s'appelle « Saule » au pluriel. Les saules au bord de l'onde, la tête penchée, le vent peigne leurs chevelures longues, les agite au-dessus de l'eau, pendant qu'ils songent et se plaisent indéfiniment au jeu du soleil dans leur feuillage froid, ou quand la nuit en mêle ses ruissellements. Voici maintenant un poème éolien, c'est le cas de le dire, qui s'appelle « La voix du vent ». Et je trouve que dans ce poème-là, on rejoint, on est dans la vallée de Jacques-Cartier, là, mais on rejoint, en allant vers l'ouest, longtemps, on rejoint la côte ouest du Canada et les préoccupations presque animistes des toiles d'Emily Carr, la grande peintre des villages Haïda abandonnés, des totems, des forêts, qui voient la tignasse des arbres comme une espèce de créature magique. L'esprit du vent, l'esprit des arbres et tout ça. Dans La voix du vent, le poème de Saint-Denis Garneau,
on a cette espèce de magie, presque nostalgique. C'est un poème aussi qui est adoratif face à quelque chose d'intangible qui peut être parfois violent, le vent, on pense aux ouragans, aux tornades, aux typhons, mais qui peut être aussi d'une tendresse infinie. Et qui surtout, dans le cas du poème de Saint-Denis Garneau, donne une voix aux arbres. Et je vous rappelle que quand on est dans la poésie de Saint-Denis Garneau, on est à la fois dans la poésie du paysage extérieur, mais dans la description profonde, presque subconsciente, du paysage intérieur. Alors, je te lis ce beau poème qui s'appelle « La voix du vent ». La grande voix du vent, toute une voix confuse au loin. Puis qui grandit en s'approchant, devient cette voix-ci, cette voix-là, de cet arbre et de cet autre, et continue et redevient une grande voix confuse au loin. Je vais terminer ma lecture des poèmes de Saint-Denis Garneau par un poème que j'ai choisi, qui est un poème difficile. Difficile parce qu'encore là, il fait appel aux choses qui sont insatiables à l'intérieur de notre être, aux problématiques qu'on ne pourra jamais combler. Et il fait appel aussi à la description de certains êtres qui sont énergivores et qui vont aller tout chercher ce qu'on peut donner sans jamais être en mesure de les satisfaire. Alors, il y a un peu de ça en nous, il y a un peu de ça à l'extérieur de nous, et ça nous confronte à des petites morts qu'on ne voudrait pas collectionner, mais qui sont présentes sur notre chemin, sur notre cheminement intérieur, dans nos relations avec les autres. Jacques Brel disait dans une de ses chansons « Mourir à faire le pitre pour dérider le désert. » C'est pas facile de dérider le désert, d'essayer de faire rire le désert, de faire le clown pour quelque chose qui ne trouvera rien de drôle. Parce qu'un désert, c'est insatiable. Alors je te lis ce poème qui peut apparaître étrange, mais qui est tout à fait compréhensible. Un mort demande à boire. Un mort demande à boire. Le puits n'a pas tant d'eau qu'on le croirait. Qui portera réponse au mort? La fontaine dit « Mon onde n'est pas pour lui ». Oh voilà toutes ces servantes en branle, chacune avec un vase, à chacune sa source, pour apaiser la soif du maître, un mort qui demande à boire. Celle-ci cueille au fond du jardin nocturne le pollen suave qui sourd des fleurs, dans la chaleur qui s'attarde dans l'enveloppement de la nuit. Elle développe cette chair devant lui. Mais le mort a soif, encore, et demande à boire. Celle-là cueille, par l'argent des prés lunaires, les corolles que ferma la fraîcheur du soir. Elle en fait un bouquet bien gonflé, une tendre lourdeur, fraîche à la bouche, et s'empresse au maître pour l'offrir. Mais le mort a soif et demande à boire. Alors la troisième et première des trois sœurs s'empresse elle aussi dans les champs, pendant que surgit au ciel d'Orient la claire menace de l'aurore. Elle ramasse, au filet de son tablier d'or, les gouttes lumineuses de la rosée matinale, en emplit une coupe et l'offre au maître. Mais il a soif encore et demande à boire. Alors le matin paraît dans sa gloire et répand comme un vent la lumière sur la vallée. Et le mort, pulvérisé, le mort percé de rayons comme une brume, s'évapore et meurt. Et son souvenir même a quitté la terre. Alors ça termine ma lecture des poèmes de Saint-Denis Garneau que j'ai partagé avec toi.
c'est bien commode de se retrouver ensemble dans ce jardin secret, au bout de rue, près d'un chêne.